Voilà, donc vous avez vu la vidéo de Laura Seguinza qui s'appelle Re-Narration Tutorial. Laura, c'est une artiste visuelle qui a été formée en architecture à la Cambre, qui a terminé en 2012, qui a reçu 2013, oui, qui a été lauréate pour un prix à la Biennale de Dakar, qui a reçu des prix, qui a commencé à recevoir des prix en Belgique à Gand en 2011. Elle a fait différentes œuvres dont on pourra discuter tout au long de la discussion, mais donc elle est très connue pour l'œuvre People, lors de laquelle elle a fait fondre une réplique d'une statue équestre du roi Léopold II. Cette fonte a eu lieu pour la première fois d'une nuit blanche, c'était le 6 octobre de l'année dernière, en 2018. Elle est aussi connue pour son personnage de Queen Nicolas, où elle réinterprète le personnage ou le cérémoniel de Saint-Nicolas, pour parler un peu des questions d'inclusion et des questions aussi de représentation négative dues au personnage de Zwarte Piet. Et aujourd'hui, en fait, moi j'ai invité Laura ici pour ces discussions pour parler de la question du souvenir, de la mémoire. Donc normalement, c'est vrai qu'il y avait une autre artiste qui avait été annoncée, mais qui n'a pas pu venir présenter son œuvre aujourd'hui. Ce sera pour une prochaine fois. Donc Laura, écoute, je te souhaite la bienvenue déjà. Bienvenue donc, dans cet espace que je veux aussi brièvement présenter. Donc Café Congo, c'est un espace que J.A. Brassard a ouvert il y a déjà 2 ans. Quand cet espace-ci s'est libéré, elle a eu envie d'étendre un petit peu Café Congo, et c'est pour ça qu'on l'appelle Café Congo tiers-lieu artistique. C'est un espace qui est occupé par des artistes qui sont soit en résidence, soit qui louent un atelier et qui développent leurs travaux. Et donc la Métière Galerie, c'est l'espace que je loue ici et où je montre des travaux d'artistes afrodescendants, africains. L'idée de cet espace, c'est vraiment d'une part de vraiment valoriser la créativité africaine, mais aussi de vendre des tableaux, d'avoir des rapports marchands, mais aussi de vraiment être dans un rapport de médiation culturelle, donc de vraiment faire connaître les travaux des artistes et d'avoir des discussions comme celle que je vous propose d'avoir aujourd'hui. Donc, Laura, je te laisse peut-être te présenter brièvement. Bon, voilà, on est un peu à la maison. Voilà, donc voilà, tout ce qu'elle a dit, vous savez. Oui, par contre, je suis contente d'avoir gardé un peu l'exclusivité sur cette œuvre pour Tiers Galerie, parce qu'en effet, pour la question de représentation, c'est important parce que je fais un art assez immatériel, hein, je fais fondre des choses, il n'y a pas beaucoup de choses tangibles, et voilà, pour moi c'était important que ça se retrouve avec Tiers Galerie. La première quand même galerie afro-descendante ici qui nous représente par nous et pour nous. Et donc c'est une œuvre que j'ai présentée, qui a été commissionnée en fait en 2017 à WARP, une association alliée, on va dire, à Saint-Nicolas, par un créateur afro-descendant, Steph Van Bellingen, qui m'avait invité une série d'artistes à travailler sur de la propagande nazie. Donc, il nous a donné des numéros collecteurs de ce magazine, Signal, qui est en fait le magazine nazi belge de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qui était assez lu et populaire parce qu'il avait un design qui plaisait à tout le monde. Donc, les gens ne savaient pas spécialement que c'était nazi. Il n'était pas perçu comme nazi, mais c'était nazi. Et donc, à partir de cette propagande, on était invités à faire des collages et à trouver un nouveau narratif. Ce à quoi j'ai répondu par par vraiment la déconstruction totale de ce narratif, de cette archive-là, par le recyclage de cette archive-là, par la recherche des histoires cachées. Ces deux histoires cachées, c'est lesquelles? C'est l'histoire d'Augusta Chiwi, c'est une infirmière belgo-congolaise qui a résisté, qui a sauvé beaucoup de gens pour la Deuxième Guerre mondiale ici en Belgique, qui vit encore. Elle vit encore au moment où j'ai dessiné son portrait. Et c'est le portrait de soldat inconnu que j'ai retrouvé aussi dans les archives du Africa Museum. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des Congolais qui se sont battus pour la Belgique. C'est un peu la même histoire que les tirailleurs sénégalais, sauf qu'en Belgique,
il n'y a pas encore de travail mémoriel pour eux. Et donc ce soldat inconnu qui n'a pas de nom, parce qu'il n'avait pas de nom non plus, ils étaient pas spécialement répertoriés quand ils mouraient. Il y a cette photo-là que j'ai retrouvée dans les archives et voilà, que j'essaye de rendre un peu mainstream. C'est pour ça que je suis aussi un peu passée par la sérigraphie, le tag, c'est dans l'idée que cette image se reproduise, quoi. Et il y a un troisième carré vierge pour la suite, il sera exposé à Strasbourg. Je pense que c'est nécessaire aussi de revenir un peu sur l'historique de ce projet d'exposition. À ma connaissance, en tout cas, c'est vraiment une des premières fois qu'il va y avoir une exposition avec des artistes femmes afrodescendantes dans un groupe show comme ça en Belgique. Et il se trouve que ça se passe dans un centre culturel qui n'est pas un petit centre culturel, parce que c'est un centre culturel des financements. Il est quand même en lien avec le SMAC, le Musée d'art contemporain de Gand. Tout avait commencé avec un projet de Lucas Jardek et Vesna Fassel, qui sont deux artistes et curateurs hollandais qui vivent en Belgique et qui sont à Anvers. Ils avaient fait éditer un livre sur la colonisation belge au Congo avec des auteurs congolais. Et il s'agissait exclusivement d'auteurs masculins. Et ils ont fait traduire ce livre, donc c'est un livre bilingue. Et c'était un projet qui était assez intéressant. D'ailleurs, tu y avais participé, tu pourras parler de ta participation avec le Book Club. Où, comme il n'y avait que des hommes qui étaient représentés dans ce livre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, d'autrices du coup, qui les ont interpellées sur cette question-là. Ils ont dit, bon, si vous deviez faire, vous, un livre sur la décolonisation en tant que femme et afro-belge, qu'est-ce que vous feriez? Et donc, je crois qu'il y a eu 8 séances filmées, et au bout de 8 séances, on s'est mis d'accord sur la structure d'un livre. Et donc, ce livre va sortir maintenant, il va être publié au mois d'avril, et le Centre culturel de Strombeek a été un soutien par rapport à la création même de cette vidéo et de ce projet. Et en discutant avec le directeur artistique de Strombeek, on s'est rendu compte qu'eux aussi étaient dans une démarche de reconstruction ou de déconstruction par rapport au fait qu'ils voulaient inclure plus de femmes dans la programmation des expositions. Je suis vraiment honorée de faire partie de cette exposition et que je pense que ça sera un grand moment dans l'histoire de l'art belge. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vous avait invité plus pour parler de la question de la mémoire et du souvenir à travers les œuvres, mais comme on ne peut pas vous la montrer aujourd'hui parce que l'artiste a eu un empêchement aujourd'hui, je propose qu'on continue la discussion alors plutôt sur le travail de l'ORAD. On se bat contre l'effacement, quoi. Nos histoires et les histoires passées. Et que la demande venait d'un curateur afrodescendant, comment est-ce que tu l'as ressenti Que ça vienne de Stephen Mulligan, c'était très important pour moi parce que c'est un allié, c'est une des premières personnes en Belgique qui m'a exposé. En 2013, il a exposé Hélène, donc c'était une installation audio et vidéo d'un monologue d'une jeune fille, mais qui était traduit, d'une jeune femme blanche à l'écran, mais qui était traduite dans toutes les langues africaines qu'on pouvait trouver à Bruxelles. Enfin, pas tout réussi, on avait beaucoup trop. Mais voilà, c'était une sorte de cartographie sonore où les gens pouvaient voyager dedans. Et le génie de ce curateur, c'est qu'il nous a fait exposer dans des lieux un peu atypiques. Et j'avais un espace un peu musical avec plein de recoins, donc chaque langue avait vraiment un peu cette niche et tout le monde pouvait expérimenter le Lingala, le Kinyarwanda, donc c'était une grande machine. Et pour la question posée, je pense que toutes nos histoires nous concernent, c'est ça un peu aussi le propos de Renarration Tutorial. Nous sommes dans toutes ces histoires. Il n'y a pas une histoire en Europe dans laquelle on ne fait pas partie. C'est juste une question de narratif et d'effacement justement de cette histoire. Donc en tant que chercheuse, je suis chercheuse, donc je vais à la recherche de ces histoires-là. Mais je dois absolument passer par l'art pour les rendre sensibles et les faire entrer dans notre inconscient collectif. Mais parler de la Seconde Guerre mondiale, comment peut-on parler de la Seconde Guerre mondiale sans parler de nous? On faisait partie du monde. Il y a eu des guerres, des batailles sur le terrain, sur nos territoires, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut sortir du pays maintenant.
c'est très grand et lourd d'histoire. Moi, j'apprends encore tous les jours, moi-même dans mes travaux de recherche, dans les travaux que je fais avec les étudiants. Mais il y a encore beaucoup à dire, quoi. Mais je pense qu'on peut partir du fait que non, nous sommes tous de toutes ces histoires. Et tu dis que tu fais des recherches avec tes étudiants sur toutes ces questions-là. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton travail quotidien aujourd'hui en tant que chercheuse? Donc, je donne cours à Castres, à Gand, à des étudiants en art. Je donne un séminaire qui s'appelle Mapping Colonial Belgium depuis 2 ans, là c'est la 2e année. Et nous faisons cette cartographie open source, donc tout le monde peut consulter, de la Belgique coloniale, donc vraiment l'histoire de la Belgique, enfin vraiment le territoire belge, un peu passé au SCAN, tout son espace public, mais aussi ses bâtiments, les anciens, toutes les histoires un peu dans nos pierres, quoi, cachées dans nos pierres. Se retrouve sur cette carte. Et bien sûr, elle n'a pas la prétention d'être la première carte, il y en a déjà d'autres. L'idée, c'est plutôt de faire une plateforme open source et du data, parce que le data, c'est une force en fait, politique, hein, d'avoir des informations informatiques et géographiques. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on fait nos recherches. Mais chaque semaine, il trouve des choses dans les brocantes ou des choses comme ça qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Et nous sommes enfin, on parle de ce qui se passe au Congo en même temps et de ce qui se passe ici. Enfin, c'est juste un narratif, je crois, qui s'est construit d'effacement. À chaque fois, au moment où on est effacé. On travaille beaucoup sur cette thématique de l'effacement, mais aussi simplement de revenir avec un discours, donc de dénoncer un peu cet effacement. Comment ça s'est passé le book club avec Vesna et Luca? C'était aussi un peu une rencontre, un peu comme Warp, Steph, un peu forcée, imaginée par Pichot. C'est Pichot qui nous a dit ok, vous ensemble, faites un truc. Et donc ils sont arrivés très humbles vers moi en me disant voilà, on a fait ce livre, on a cherché ces historiens congolais. Nous ne sommes même pas belges, mais on a vu qu'il y avait ce trou et qu'on avait juste le pouvoir de faire un livre. Eux, c'est des plasticiens là-bas, ils ne sont même pas éditeurs, mais ils sont venus parler à la force des choses et toujours en allié, quoi. Et donc, à partir de ce livre qui était très important, parce que c'est la première fois que des Congolais, des historiens congolais s'exprimaient sur des sujets bien précis. Et qui s'étaient traduits sur toutes les langues. C'était la première fois en Flandre en fait, qu'ils avaient accès à ces informations. Donc on a créé ce book club, ce format qui était un peu le début des panels. Il n'y avait pas encore beaucoup de panels dans les programmations des institutions. C'était le début de ces grandes conversations nationales, quoi. Et le book club a été un espèce d'espace intime, plus safe, où les gens pouvaient vraiment venir discuter de la nouvelle littérature décoloniale et se documenter, faire le travail sur eux-mêmes, quoi. Et j'essaie de faire vraiment un travail aussi plastique d'installation, de sorte à ce qu'on puisse faire ces discussions aller dans l'émotion juste et pas juste dans le côté académique, parce que c'est des recherches, c'est des choses assez lourdes, quoi. Et donc, à chaque fois avec mon art, l'idée c'est de faire rentrer dans le corps et dans l'esprit. Et donc c'est ça qu'on a fait avec le book club. On a commencé avec Luca et Vesna, et puis après le format marchait bien, on a commencé sur d'autres livres. J'ai fait sur Zwart, j'ai eu l'occasion d'inviter tellement d'acteurs de la scène décoloniale que voilà, c'était des moments très précieux. Par contre, aujourd'hui, j'arrête le book club. Pourquoi donc? J'estime que quand on travaille trop, c'est qu'on prend le travail de quelqu'un d'autre. Et c'est un peu ma limite pour résister au tokenisme, tu vois, en fait, d'être pris comme un pion et utilisé pour être le visage. Tu vois, on peut aussi utiliser notre visibilité comme ça par des institutions qui, parfois, souvent en fait, ne font pas leur travail de décolonisation interne, font encore discriminent encore à l'embauche ou des choses comme ça, mais par contre, on est programmation décoloniale. Donc ça, c'est il faut faire attention aussi à qui on donne son nom, son visage, et puis même quand on le fait, il faut pouvoir parler de ce genre de choses avec eux. Et c'est là qu'on a inventé avec le docteur Ben Yacoub le concept de radical absence. C'est des absences négociées de pouvoir dire on ne vient pas,
pour telle et telle raison, mais on va esthétiser un peu notre absence par une intervention, une installation ou quelque chose comme ça. Comment on fait nous aujourd'hui pour pouvoir être dans la résistance, mais en même temps dans le dialogue face aux institutions quand ils veulent nous tokeniser, puisqu'ils le font tous les jours? Moi, c'est vrai que là, c'est une réponse artistique, que c'est facile. Hein. Enfin, c'est pas facile à faire, parce que dans la discussion, c'est pas simple, ce dialogue institutionnel. Mais en tant que curatrice, je t'avoue que je vais penser. Je sais pas trop encore. Mais je pense, oui, qu'en effet, on va devoir réfléchir ensemble à comment mettre nos standards aussi, surtout. Parce que c'est vrai qu'il ne s'agit pas juste de dire non, c'est surtout de pouvoir mettre des standards pour la suite. Et c'est vrai que de travailler sans jamais faire de collaboration avec les institutions, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est même pas voulu parce que je veux montrer mon travail, je veux que ces institutions. Enfin, oui, j'ai aussi un désir de reconnaissance aussi assumé. Mais la reconnaissance sur le respect, ça m'intéresse pas non plus. Très bien, mais du coup, je vais laisser peut-être la parole à des questions au public, pour faire les questions que vous voulez poser à Laura. Tu parlais d'un magazine nazi. Tu as lu tu as reçu quelques-unes. Ils ont trouvé, parce que j'imagine que si c'est tellement vieux qu'on ne retrouve plus autant de magazines. Et qu'en fait, c'est des pièces collectionneurs aussi. Alors, tu as d'abord lu dans les magazines les articles nazis qu'il s'agit du Congo. Oui, il y avait des articles. J'ai gardé quelques articles pour moi. Mais en effet, c'était important que. C'était un geste important pour moi de déchiffrer ces pièces de collection qui coûtent encore de l'argent. Parce qu'à un moment, je me suis dit, ok, je m'en fous, je vais les vendre et donner l'argent au mouvement des colonels et ça va être ça ma réponse. Et le geste vraiment de les déchirer, de déconstruire, c'était important et d'enlever cette valeur, de déchirer même la valeur monétaire. Tu vas exposer les articles que tu as gardés? Je ne crois pas. Non. J'ai juste vraiment pas envie de continuer à lui donner cette force en fait. C'était aussi un magazine de propagande, mais c'était un peu subtil peut-être. Il y avait même des gens de gauche qui. Je crois que j'avais une critique, que j'aurais pas positive de quelqu'un qui n'était pas du tout nazi, mais qui était là, genre, ah, génial. Les gens appréciaient quoi. Mais ça veut dire que tout ça, c'est encore possible aujourd'hui. C'est ça le truc. C'est vraiment un Signal était un magazine comme. Allez, j'essaie de trouver un équivalent sans les incriminer, mais avec le Vif Express. Charlie Hebdo peut-être? Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, encore, c'est assez explicite dans leur truc. Par exemple, les couvertures, c'est un peu du type Signal, quoi. Les Juifs aujourd'hui, ils font ce genre de couverture, ou les Arabes en Belgique, etc. Le point. Ouais, le point. Ouais. Tout ça, c'est des choses possibles maintenant, des narratifs qui sont encore possibles maintenant. Mais même dans ces signals-là, il y avait déjà, on parle de Nichols, on parle de Yacht, le vocabulaire est déjà là. Donc, Comment peut-on parler de nous, défendre nos causes, lutter contre les discriminations, résister en fait face à ce système qui est quand même opprimant, et en même temps pas leur donner du fioul? Exactement. Moi, ma réponse, c'est la même que pour People quand je fais fondre cette statue et qu'il y a de l'eau plus qu'un plan d'eau. Et c'est le carré que j'ai essayé de refaire en fait avec ce papier recyclé, avec ces vierges, en fait, dans la vidéo, dans le carré de vierge. Une fois que la statue est fondue, il ne reste plus que ce carré d'eau qui est notre héritage commun. Le nous, c'est cette reconnaissance de l'héritage commun et on peut encore le recycler. Il peut prendre une autre forme. J'ai une question par rapport au travail d'archives que tu as fait au musée. À la femme qui est médecin, le soldat Inconnu, est-ce qu'elle a pu explorer déjà suffisamment pour rendre compte de ce qu'il y avait moyen de récupérer
comme archive qui existe pour parler et qui parle des expériences, des vécus, des histoires du point de vue africain. Quoi. Et si tu as une vision en fait, parce qu'à la fois il y a le plan d'eau, mais il faut pas, mais il y a les effacements. Donc, en fait, comment je suis tombée sur ces deux personnages, je travaille sur l'histoire de la diaspora pour la salle de la diaspora au Africa Museum, qui est un grand forage en fait, justement parce qu'il manque de ce point de vue afro. Et donc je me suis retirée de ce projet, mais j'ai pris plein d'archives. Je dis ça sur caméra. C'est ça, on t'as pris dans la poche. J'ai pris sur mon disque dur, oui, j'ai pris mon ordi, mais j'ai pris. Mais j'ai eu une idée de l'ampleur de notre patrimoine qui est là, mais par contre, c'est pas là, je pense, qu'on va retrouver notre point de vue, parce que c'est un point de vue sur nous. Donc oui, il y a une... Je n'ose même pas dire le nombre de trucs. Vous voyez, ça remplit un château, et il y a encore une cave de ce château, une cave, une cave. Il y a plein, bien sûr. Mais notre narration, nous, elle a déjà été effacée. Donc du coup, je cherche plus dans vraiment mon propre savoir chaud, de notre famille, de familles respectives. Et puis après, j'essaie de les recoupler avec des livres d'histoire. Je cherche, ça c'est à telle période, telle période. Mais c'est vraiment les archives orales. D'ailleurs, j'ai recréé une autre archive orale. On va faire tout mon portfolio. Ouais, archive orale, j'ai juste appelé comme ça avec mon papa. C'est un espèce de podcast où il me traduit en fait sa chanson préférée. Il y a ça aussi à l'Africa Museum pour le patrimoine rwandais. Ils ont beaucoup de pistes audio parce qu'on avait notre traduction picturale, on n'avait pas beaucoup de représentation par le bois et tout ça. Enfin, on n'a pas de sculpture comme ils ont pillé tout le monde comme ça, mais on avait beaucoup de chants et de choses comme ça. Et ils ont tout ça en fait, ils ont tous nos chants, des trucs comme ça. Donc, avec mon père, il me traduit dans cette œuvre sa chanson préférée. Voilà. C'est une discussion là-dessus, mais donc c'est l'idée de passer par le savoir chaud. C'est vrai que dans les travaux de jeunes artistes, de deux jeunes artistes d'origine rwandaise d'ailleurs, elles font ce travail d'aller rechercher dans les archives familiales des informations pour pouvoir reconstruire une histoire parce qu'elles sont nées après le génocide au Rwanda, elles sont nées ici. Leurs parents ne leur parlent pas de leur passé, de leur enfance à eux. Enfin, il y a plein de non-dits à ce niveau-là. Donc, quand on parle d'effacement, l'effacement, il n'est pas toujours. Il se fait dans la famille aussi. Oui, il peut se faire simplement dans la famille parce qu'il y a des épisodes de la vie sur lesquels on n'a pas envie de revenir parce qu'ils sont source de traumatisme. Mais c'est pour. Et ça, je m'en suis rendu compte avec mes étudiants qui sont en majorité blancs, comme ils font ce travail aussi dans leur propre famille à la demande. C'est en fait un travail que tous les Belges et Afro-Belges doivent faire en fait. Et c'est pour ça que je parle du mouvement économique comme Love Revolution, parce qu'on va devoir passer par ces trucs émotionnels et par resserrer les liens familiaux pour vraiment déconstruire ces choses-là. C'est obligé de passer par le savoir chaud, parce que l'histoire officielle écrite n'est pas la bonne. On va devoir passer tous dans notre famille et poser des questions et ressortir des dossiers par débat. L'impact de mon travail dans ma famille a été. C'est pas facile non plus pour eux. Je peux le dire, je vous remercie. C'est ce que là. C'est pas facile pour eux non plus. Okay. Et moi tout à l'heure, je me disais, j'avais quand même envie de te poser une question à toi, comme il n'y a pas beaucoup de femmes chercheuses en Belgique, enfin de femmes afrodescendantes chercheuses en Belgique. Je voulais un peu voir que tu partages aussi ton point de vue sur cette question de l'effacement dans les récits des femmes noires et si tu as des pistes aussi sur des choses qu'on doit demander ou des choses qu'on doit exiger, enfin voilà. Je sais pas si par rapport à l'université. Par rapport à l'université, tout à fait. Ouais. Parce que faire artiste, c'est
bien, mais aussi faire la galerie. Par rapport à l'université, moi je vois deux gros problèmes, mais qui sont sans doute les mêmes que dans le milieu artistique, en fait, mais qui ont une forme peut-être un peu propre. La première, c'est qu'il y a toujours cette difficulté d'être enfermé en statut d'objet, et que, en tant que noir, mais c'est aussi d'autres minorités dites ethniques, et qu'il y a à l'université, dans les sciences sociales, une idéologie très forte que le sujet qui pense est blanc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à déconstruire, parce que moi, je pense que cette autorité morale, je pense que c'est construite avec les sciences. Donc elle date d'il y a 250 ans, enfin, vraiment de la période scientiste 18e siècle. Pour la sociologie, c'est clair en fait. On nous fait croire, parce que c'est aussi des façons, on nous fait croire que la sociologie, c'est la période industrielle et la société qui commence à s'étudier elle-même, avec une espèce de réflexivité, et qu'elle essaie de comprendre comment on s'organise bien dans une société avancée. Parce que ce qu'on ne nous dit pas dans les cours de sociologie, c'est que cette idée de société industrielle, c'est toujours en miroir avec les sociétés moins avancées, les sociétés primitives, les sociétés archaïques, mécaniques. Et chez les sociologues, ce sont les populations non occidentales. Les sciences se sont développées avec cette dualité, en fait, entre le sujet pensant qui s'est éloigné des traditions et donc dans une rupture, en fait, c'est ça la rupture épistémologique. Moi qui connais, j'ai un objet qui lui tombe toujours dans la croyance, dans la fausse vérité, dans la subjectivité. Et je pense que la sociologie est incapable, pour l'instant, de penser les savoirs multiples, en fait. De penser des savoirs qui émanent pas de ce rapport où on prend distance avec un objet. On est obligé, on nous demande, en tant que chercheur, de prendre distance avec notre terrain. Et donc, pour les chercheurs afro, c'est toujours très difficile parce qu'on veut travailler sur nous-mêmes, mais on sera évalué par des blancs qui vont nous demander de prendre distance avec nous-mêmes. Et ça, c'est une vraie schizophrénie, en fait. Ça, c'est une vraie schizophrénie, et donc c'est très violent. Et ça se voit tellement de niveaux. Ouais, et c'est très violent parce que c'est dans les relations avec les collègues au quotidien qui te soupçonnent, en fait, de ne pas prendre la distance nécessaire, donc de ne pas faire du bon travail. Tu dois faire une autopsie sur toi-même quand tu es vivant encore, comme si tu étais déjà mort. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu dois travailler sur toi mort. Tu dois travailler sur toi mort. Tu dois assassiner toi-même pour faire une autopsie. Comme ça, eux, ils sont contents. Tu peux te mettre en efficace. Oui, tout à fait. Et donc, je pense que c'est très dangereux, en fait. Psychologiquement. Et donc, il y a un travail de critique, de dénonciation de tout ce montage épistémologique à faire. Donc ça, c'est un premier plus de problème. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans ces universités, il y a plein d'archives coloniales, mais qu'elles ne savent même pas où c'est rangé, parce que comme tout archive, ça se déplace, et personne n'avait à en faire pour le coup un objet, en fait, puisque trop concentré sur nous comme objet. Et sur nous. Mais oui, tellement qu'ils étaient sur nous comme objet, ils ont oublié que eux étaient un propre objet, donc ils ont approche émotionnelle quand ils font ça. Bah oui, bien sûr, ils sont dans la notion de... Ouais. Et ils nous rejettent, en fait, du coup, beaucoup. Et je crois qu'ils nous rejettent à cause de leur peur. Parfois, quand ils nous voient, j'ai l'impression qu'ils voient vraiment les descendants des gens qu'ils ont tués. Et moi, par exemple, je suis fort fâchée parce qu'ils ont travaillé sur les premières présences estudiantines congolaises, essentiellement rwandaises, burundaises, et à aucun moment ils ont fait le lien avec nous. Mais ça, ils c'est se rendent pas compte que nous, peut-être, avec les problèmes qu'on a, on peut éclairer les problèmes de ces... Donc de nouveau, ils les prennent comme des objets. C'est une peur émotionnelle de travailler vraiment. Et donc l'effacement, en fait, dont tu parles,
je le retrouve à l'université. Et quand ils nous récupèrent en nous divisant. Ils divisent leur génération de la danse parce qu'ils sont capables de. D'où la radical absence parfois, parce que. Et c'est là que j'arrive à parler avec eux, parce que s'ils ils sont pas dans la demande de ma présence, enfin si je ne suis pas dans ce rapport-là, comme eux sont en demande enfin, je ne serai. Il n'y aura pas d'espace pour en parler jamais. Je suis obligée de le faire quand on m'invite. Mais dans le monde académique, oui, je vis la même chose que toi. Mais sur des questions esthétiques, parce que je suis dans l'école d'art, donc c'est encore plus vicieux. Ouais, c'est encore plus vicieux, mais c'est plus vicieux parce que, en gros, l'autorité morale se joue sur des questions esthétiques, et donc les référents, tout ça, ils sont incapables de construire ça, quoi. Et pourtant, il y a des demandes des étudiants, il y a un mouvement même, il y a des mouvements dans les écoles d'art, là, pour le moment, hyper intéressants. Chez nous, à Castres, c'est Decolonize Curriculum, c'est un petit big up. C'est vraiment des étudiants qui se sont mobilisés, ils sont en majorité blanche, hein, parce que c'est la couleur géographique, mais ils veulent ça, ils veulent décoloniser leur enseignement, ils ne comprennent pas le monde global tel qu'il est aujourd'hui, ils veulent être capables de le comprendre. C'est ça, cette nouvelle génération aussi, quoi. Ils n'ont pas le temps non plus. Donc ces vieux-là, les universités, c'est horrible, la fonte, c'est lent, mais peut-être que c'est aussi une question